merci beaucoup de votre invitation et puis désolé pour les problèmes d'horaire et d'organisation. Donc je regarde d'abord si ça marche bien pour... Ok, d'accord. Ça c'est pour revenir en arrière. Voilà, alors j'ai décidé de faire ce talk en français, même si vous verrez, je crois que c'est très facilement compréhensible aussi pour les anglophones, parce que je veux essayer de toucher un maximum de jeunes étudiants marocains, et parce que c'est un talk qui leur parle, puisque vous allez voir que l'idée de ce talk, c'est de vous présenter des solutions pour un monde qui est vraiment en crise, et de vous montrer que ces solutions, à mon avis, elles sont là, elles sont disponibles, mais il faut vraiment repenser aussi les structures politiques pour que ces solutions, qui viennent du monde de l'informatique, de l'algorithmique et de l'intelligence artificielle, puissent réellement agir dans ce monde. Alors, le talk que vous voyez sur le slide d'introduction, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Algocratie, dont je vais un peu parler, je vais un peu vous en faire le résumé, et c'est justement cette idée de présenter les algorithmes qui viennent de l'intelligence artificielle ou de l'informatique en général pour gérer le monde et quelles nouvelles structures politiques peuvent permettre cela. Mais surtout, ce livre est un manifeste pour un institut qui s'appelle FARI, qui est un institut que j'ai créé il y a 4-5 ans à Bruxelles, qui est un gros institut, puisqu'en fait, il implique autour de 400 chercheurs, est financé par la Commission européenne. Donc on a reçu un chèque en blanc de la part d'Ursula von der Leyen pendant le Covid pour tenter quelque chose, et vous allez voir pourquoi. Tenter quelque chose avec l'algorithmique et l'intelligence artificielle de manière à essayer d'améliorer la société, essayer d'améliorer le vivre ensemble, et en tout cas à l'échelle bruxelloise. L'idée étant que demain, un même type d'institut que celui-là pourrait percoler et on pourrait retrouver ce genre d'institut. Et je fais, ici, je fais mon pèlerinage, je commence par le Maroc, mais il y a des initiatives en France, il y a des initiatives en Italie, il y a des initiatives au Portugal, en Angleterre, pour créer un institut de la sorte. Alors, pourquoi un institut ? Eh bien, en fait, deux constats, un constat négatif, un constat noir et un constat positif. Le constat noir, c'est que le monde ne va pas très bien, ça je ne vais pas vous surprendre. Le monde est plein de menaces, des menaces environnementales, des menaces économiques, des menaces sociétales. Et ce que l'on constate, moi je viens d'Italie et c'est plus vrai encore que partout ailleurs, ce que l'on constate c'est qu'il existe une défiance extraordinaire de la société pour la politique telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Les gens n'ont plus confiance en la démocratie, on voit bien qu'il y a une poussée des votes populistes et vous savez, il y a un philosophe chez nous en Belgique qui dit que la démocratie c'est un système qui se cherche quelque part entre l'efficience et la légitimité. Bien, en fait, les politiques ont, via le système électoral, une certaine légitimité, mais ils ont de moins en moins d'efficience. Et de l'autre côté, les algorithmes, vous allez le voir, ont énormément d'efficience, mais a priori, ils n'ont aucune légitimité. Donc l'idée de mon talk, c'est de vous montrer qu'il y a moyen de changer la donne, de trouver un curseur, où on peut faire des systèmes qui ont une certaine efficience, mais il faut leur redonner une certaine légitimité. En fait, on a des solutions extraordinaires aujourd'hui dans le monde de l'informatique. On a des opportunités formidables. On a des ordinateurs super intelligents, meilleurs joueurs de Go, meilleurs joueurs d'échecs, meilleurs radiologues, conducteurs autonomes. On le sait bien que l'intelligence artificielle a produit en 60 ans, 70 ans des systèmes d'une extraordinaire sophistication. Une informatique que vous pouvez mettre partout, des senseurs, des capteurs, qui est de fait ubiquitaire, qui peut collaborer. Vous savez, si un jour on peut avoir des voitures autonomes dans nos villes, c'est parce que les voitures collaborent. Ce n'est pas qu'elles sont simplement intelligentes, c'est qu'elles peuvent aussi s'envoyer des messages pour, par exemple, respecter les mécanismes de la priorité de droite. On peut avoir une priorité de droite si les voitures peuvent collaborer entre elles. Et on le vit d'ailleurs, et vous allez comprendre pourquoi, on le vit, cette transition informatique, puisque de plus en plus nos vies sont pétries, sont graduellement sous emprise algorithmique. Alors l'idée de mon talk, c'est de joindre un peu ces deux constats, le constat noir, le constat négatif, un monde pétri de menaces, un monde rempli de menaces, et si, pour faire le lien avec la semaine d'aujourd'hui, enfin la semaine sur la complexité, pas mal de ces menaces viennent de la complexification du monde. Ce monde devient de plus en plus complexe, vous allez voir ce que j'entends par cette complexité, et les algorithmes, l'informatique, c'est le meilleur moyen, c'est le moyen idéal pour faire face à cette complexité. Alors le plan de mon talk, c'est, d'abord je vais vous montrer que vous n'allez pas être surpris, que nos vies sont déjà sous emprise algorithmique, en séparant deux types d'algorithmes, les algorithmes qui conseillent et les algorithmes qui obligent. On ne se rend pas compte à quel point il n'y a pas une seconde de nos existences aujourd'hui qui n'est déjà sous emprise algorithmique. Et puis, je vous parlerai de FARI et je vous montrerai qu'en effet, pour faire le lien avec la complexité, la gestion des villes
est d'une extraordinaire complexité. En fait, Fari est né, cet institut dont je vous parlais est né, pendant le Covid, parce qu'on s'est rendu compte, vous allez voir quelques exemples, on s'est rendu compte que gérer le Covid dans une ville était quelque chose d'une extraordinaire complexité. Et de fait, j'ai été sollicité par nos gouvernants à Bruxelles pour m'occuper du Covid, pour m'occuper du tracing, pour m'occuper de la vaccination. Et je me suis rendu compte de l'extraordinaire complexité et du coup, de la nécessité de recourir à des algorithmes. Le problème, c'est que ces algorithmes, vous allez voir pourquoi, n'ont pas recueilli l'adhésion qu'ils auraient dû recueillir. Algocratie, c'est un synonyme de gouvernance algorithmique. Je vous montrerai ce que j'entends par là. Et surtout, je vous expliquerai, vous vous rappelez ce curseur entre la légitimité et l'efficience, comment faire qu'aujourd'hui, les algorithmes qui sont déjà en train d'envahir nos vies puissent regagner en légitimité. Et vous verrez qu'on a un gros projet sur Bruxelles depuis 4-5 ans qui est d'impliquer beaucoup plus les citoyens, c'est ce qu'on appelle le projet CityCode, qui est d'impliquer beaucoup plus les citoyens dans l'écriture du code. En fait, ce que je demande, ce que je sollicite de plus en plus, c'est une espèce de GitHub. Vous savez, tous les informaticiens ici doivent savoir ce qu'est GitHub. Mais je voudrais un GitHub qui ne soit pas uniquement réservé aux informaticiens, mais un GitHub qui soit ouvert à tous. C'est-à-dire que tous les citoyens puissent travailler ensemble sur la réalisation des algorithmes qui sont censés les gouverner. Alors évidemment, ça, c'est une des meilleures manières, c'est une des façons les plus simples et les plus naturelles d'accroître la légitimité de ces algorithmes. Alors, sous emprise algorithmique, pas de surprise, il y a vraiment deux catégories d'algorithmes. Parfois, on ne fait pas la nuance entre eux. Il y a les algorithmes qui conseillent nos vies. Alors ici, vous avez un tel exemple. Vous avez évidemment les GPS, vous avez les algorithmes de recommandation, Netflix, vous avez les moteurs de recherche, vous avez les algorithmes d'économie circulaire comme Vinted. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces algorithmes, mais vous aurez constaté de plus en plus l'emprise de ces algorithmes, parce que même s'ils nous recommandent, même s'ils nous conseillent, même s'ils servent de guide, eh bien de plus en plus de gens sont complètement assujettis au fonctionnement de ces algorithmes. Comme Tinder, par exemple, qui est devenu une espèce d'outil, c'est pas vraiment de ma génération, mais pour la génération des plus jeunes, c'est presque devenu un outil indispensable pour réaliser ces soirées. Alors il y a aussi les algos qui obligent. Alors ceux-là, on ne peut pas y échapper. Ce sont des algos extraordinairement contraignants. Alors en France, par exemple, vous avez l'accès dans les universités qui est régi par un algorithme qui s'appelle Parcoursup. En Belgique, on a un équivalent pour les écoles du secondaire. On a un algorithme qui s'appelle décret inscription. Et c'est cet algorithme qui décide quelle école peut être fréquentée par quel enfant. Donc c'est quand même extraordinaire de savoir qu'aujourd'hui, c'est un algorithme qui va décider quelle université vous pouvez fréquenter et quelle école vous pouvez fréquenter. En sachant justement que cet algorithme, par ailleurs, est opaque, c'est-à-dire qu'on n'en comprend pas le fonctionnement. Et on en parlera beaucoup de ces algorithmes parce que ça fait partie réellement de l'argumentaire. Alors vous avez des algorithmes en Belgique, toute la fiscalité est régie par algorithme. Vous savez que la fiscalité, c'est quelque chose d'obligatoire, vous devez payer vos impôts. Mais en Belgique, il n'y a plus d'échappatoire possible, c'est l'algorithme qui décide. Presque vous n'avez plus que simplement appuyer sur un clic et vos impôts sont automatiquement déduits. Il n'y a plus moyen de tricher. Quelques bitcoins que vous dépensiez, vous devez passer par une blockchain, qui est un algorithme extrêmement contraignant pour réaliser des transactions fiables. Alors là, il y a quelques exemples un tout petit peu plus rigolos. Les toilettes se sont de plus en plus modernisées. Aujourd'hui, vous avez des algorithmes qui décident à quel moment tirer la chasse, à quel moment laisser s'écouler l'eau d'un évier. Vous avez des algorithmes pour accéder dans les transports publics. De plus en plus de fabricants de compteurs électriques créent des algorithmes qui vont décider eux-mêmes de votre consommation électrique. Et ça, c'est très important dans un monde où les ressources sont en train de s'épuiser. Les ressources naturelles sont en train de s'épuiser, donc il faut sauvegarder l'eau, il faut sauvegarder l'énergie. On va devoir de plus en plus recourir à des compteurs. Ils existent, qui vont décider pour vous à quel moment vous pouvez faire votre lessive, à quel moment vous pouvez déclencher ou recharger votre batterie. Pourquoi ? Parce que ça dépendra éventuellement de la production d'énergie solaire. Ces algorithmes, nous, on travaille là-dessus, ils existent. Puis vous avez des algorithmes qui, oui ou non, décident que vous puissiez obtenir un crédit bancaire, par exemple. Ce sont aussi des algorithmes. Toutes les banques fonctionnent avec des algorithmes de credit scoring qui décident si oui ou non vous êtes suffisamment fiable pour que l'on vous attribue un crédit. Vous voyez, ces algos, ils sont là, vous y êtes déjà tous passés, et souvent on peut se demander quelles sont la légitimité de ces algos. Pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent ? Pourquoi est-ce que nous acceptions qu'ils fonctionnent ? Alors, l'exemple dont on parle le plus souvent, évidemment, en matière d'algocratie, c'est l'asymptote, c'est l'extrémité, c'est la Chine. C'est la Chine et son crédit social. Si vous voulez, lors de la discussion, on pourra y revenir. C'est assez extraordinaire, ce pays. Bon, bien sûr, il y a des volets extrêmement positifs, des volets extrêmement négatifs, mais la Chine nous montre la manière dont on peut vraiment contraindre les sociétés à partir d'un algorithme. Ça, c'est vraiment l'asymptote, c'est le maximum que l'on puisse faire en matière de gouvernance algorithmique. Alors, pourquoi on a créé Fari ? Eh bien, parce que depuis 5-6 ans, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une profusion
mais vraiment jusqu'à indigestion d'écriture de manifestes d'IA éthique. On veut une intelligence artificielle éthique. Donc le Canada avait commencé, la Commission européenne a suivi, tous les pays ont proposé leur manifeste de l'IA éthique. Vous voyez un peu tous ces manifestes. Et ce que vous retrouvez dans ces manifestes, moi ça a eu finalement petit à petit l'occasion de profondément m'irriter, c'est qu'on retrouvait des buzzwords, des mots qui n'ont finalement plus grand sens, comme par exemple, il faut que ces algorithmes soient inclusifs, il faut que ces algorithmes soient égalitaires, il faut que ces algorithmes se préoccupent de l'égalité des genres, il faut que ces algorithmes soient non biaisés. Donnez-moi une définition d'inclusivité, donnez-moi une définition d'égalité, donnez-moi une définition de non biaisé, vous verrez que vous avez beaucoup de problèmes. Et surtout, ce que je constatais, c'est que nous, les Européens, on écrivait des manifestes, or les algorithmes et les logiciels se développaient aux États-Unis et en Chine. Il y a un peu cette situation, vous vous rappelez peut-être, lors de... il y a eu tout un... Bon, évidemment, l'actualité nous revient parfois en pleine face. Il y avait tout un débat pendant la nucléarisation de la France où François Mitterrand, président à l'époque, disait c'est très bien les pacifistes, mais on a les pacifistes à l'ouest et on a les missiles à l'est. Ben, j'ai un peu cette même sensation avec les manifestes d'IA éthique. Nous, on écrit des manifestes et pendant ce temps, il y a des pays, style les États-Unis et la Chine, qui eux développent des algorithmes qui n'ont pas tellement cure de ces manifestes. Donc, toute l'idée ici, c'est de se réapproprier ces algorithmes et de travailler à l'intérieur des algorithmes pour, de fait, réaliser éventuellement ces intentions louables que sont l'égalité, la transparence et l'inclusivité. Alors, Fari est né il y a 5 ans, au Canada justement, pendant le Covid, puisque bon, j'étais invité par une conférence dans laquelle il y avait le gouvernement belge qui assistait, et on avait en face de nous tous les Canadiens qui défendaient justement leurs manifestes. Et face à ces manifestes, moi j'ai pris de l'initiative. Il y avait bon, du beau linge, puisqu'il y avait le gouvernement belge et le gouvernement montréalais. Et il y avait aussi les recteurs des 2 universités, le recteur de l'université ULB, qui est la partie francophone des universités bruxelloises, et la rectrice, cette photo en hommage à elle, malheureusement elle nous a quittés il y a 1 an, la rectrice de l'université flamande. Et les 2 recteurs des 2 universités et moi, nous nous sommes réunis, nous avons dit, plutôt qu'écrire ces manifestes, plutôt que de participer de l'écriture des manifestes, créons un institut d'intelligence artificielle dont la vocation sont les biens publics, sont la gestion sociétale, sont le bien-être ensemble. Tentons la chose. Alors les villes sont d'extraordinaires systèmes complexes, on le sait, et le Covid l'a brillamment montré. Quand le Covid s'est déclenché, il y a eu 2 choses très intéressantes avec le Covid, hormis évidemment le drame que en quoi ça a constitué, mais il y a eu des choses intéressantes, c'est qu'il y a eu une invasion algorithmique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je présume que le Maroc, comme les États-Unis, comme la Belgique, on a été envahi par un peu cette même poussée algorithmique. Vous aviez des algorithmes de contact tracing, vous aviez des algorithmes de passe sanitaire, vous aviez une tas de batteries d'algorithmes qui... Alors, je vous dis, moi, on m'a beaucoup sollicité pour écrire certains de ces algorithmes. J'avais d'ailleurs écrit en Belgique l'algorithme de contact tracing qui était une espèce de ressucé de ce que Google et Apple nous avaient proposé. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces algorithmes, quelque efficaces qu'ils soient, avaient un gros problème de transparence, d'efficience et surtout de participation citoyenne, d'adhésion citoyenne. Chez nous, en Belgique, ça a été un vrai fiasco. Les algorithmes style contact tracing ont été un total fiasco, mais il s'avère que je pense que ça a été un fiasco dans beaucoup de pays. Il y avait des choses beaucoup plus simples à faire pour pouvoir s'assurer que les contacts, éventuellement, étaient avisés s'il y avait un problème de contamination. Donc, le Covid a été un élément très déclencheur où je me suis dit, à la fois, les algorithmes sont indispensables à notre vivre ensemble, mais il faut les développer d'une façon telle que les citoyens les acceptent, qu'ils fassent montre de leur efficacité, qu'il y ait une véritable adhésion, et cette adhésion citoyenne passerait presque par une écriture citoyenne de ces algorithmes. Alors, je n'ai pas réussi à convaincre mes gouvernants au moment de l'écriture de ces algorithmes pour ce qui est du contact tracing. En revanche, lorsque la campagne de vaccination a démarré à Bruxelles, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, parce que la vaccination... anti-Covid, tous les pays ont vécu cette vaccination, s'est avéré un problème d'une immense complexité, puisque à la fois il fallait vacciner, je dirais, les plus vulnérables, les plus prioritaires, les plus vieux ou ceux qui avaient déjà des pathologies, il fallait le faire assez vite, avec les doses, alors au début on n'avait pas suffisamment de doses, donc avec les doses qu'il fallait prioriser en fonction des pathologies et des âges, et puis surtout il fallait le faire de façon efficace, très rapidement.
Et c'était un problème d'une grosse complexité. Donc en fait, on a développé tout un cockpit pour organiser cette vaccination à Bruxelles. Là, on en faisait la démonstration devant Ursula von der Leyen, qui, quand elle a vu ce cockpit, ça a été vraiment le moment charnière pour elle. Elle s'est rendue compte qu'en effet, alors ce qui est étonnant, c'est que ce cockpit, il a été développé par des universitaires, 5, 6 de mes chercheurs. Il faut savoir qu'en France, la vaccination, le premier réflexe, et c'est souvent malheureusement le premier réflexe de nos gouvernants, cette problématique de la vaccination a été confiée à un cabinet de consultance qui s'appelle McKinsey. Et McKinsey a demandé, a réclamé auprès du gouvernement Macron autour de 30 millions d'euros pour réaliser la campagne de vaccination. Nous, on l'a fait avec 5 de mes étudiants et ça nous a coûté 5 000 euros. Et c'était beaucoup plus efficace que ce que McKinsey avait produit. Donc d'ailleurs, en France, c'est assez rigolo parce qu'il y a un jeune étudiant qui a fait un peu la même chose que nous, qui s'appelait Rosier, qui a d'ailleurs été décoré par le président Macron, et ce qui est bien la preuve, si vous voulez, qu'en fait, les étudiants et les universités ont un rôle extrêmement fort à jouer pour gérer la complexité des villes. Le réflexe de beaucoup de nos gouvernants, c'est de faire directement appel aux sociétés de consultance, aux bureaux de consultance, aux cabinets de consultance, aux privés de manière générale. C'est un mauvais réflexe. Il me semble qu'automatiquement, le réflexe de nos administrations publiques, de nos gouvernants, ça devrait être de consulter les universités, quitte à ce qu'éventuellement, par la suite, des acteurs privés viennent s'intégrer et viennent jouer un certain rôle. Mais les universités sont indispensables. Les universités sont financées par le public. C'est donc idiot que les gouvernements ne passent pas par les universités pour réaliser la gestion de ces biens publics. Ce n'était pas si simple, parce qu'en fait, on a fait tourner beaucoup d'algorithmes. Ici, ce que vous voyez, c'est nous qui l'avions organisé à Bruxelles. On a fait tourner un algorithme qui s'appelle un algorithme de mariage stable. Je reviendrai sur cet algorithme. Dit aussi pour les plus scientifiques d'entre vous, l'algorithme de Gale-Shapley. En fait, l'idée, c'est de réussir à matcher les slots disponibles avec les vaccins aux patients qui devaient se faire vacciner en priorité. Par exemple, un vieux devait se faire vacciner avant un jeune. Quelqu'un avec une certaine pathologie plus ou moins sévère devait se faire vacciner avec quelqu'un de totalement sain. Alors ça, c'est relativement facile. En revanche, qui devait-on prioriser entre, par exemple, un chauffeur de bus et un professeur d'école? Alors là, c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est là qu'on a fait, nous, en Belgique, on a tenté de faire une participation citoyenne. On n'avait pas beaucoup de temps. La vaccination, ça devait se faire sur un temps très court. On a fait des petites consultations citoyennes pour savoir qui devait avoir accès plus rapidement au vaccin, entre, par exemple, le professeur d'école ou le chauffeur de bus. Vous voyez que ça, c'était l'organisation dans ce qu'on appelait les vaccinodromes à Bruxelles. Puis ce qu'on a réussi aussi à faire, pour vous montrer que l'IA peut être très utile, c'est qu'on faisait de la prédiction. On s'est rendu compte à Bruxelles, mais c'était vrai un peu dans toutes les villes, que les quartiers n'avaient pas la même adhésion à la vaccination. Il y avait des quartiers qui acceptaient de se faire vacciner. Et on a vu une corrélation parfaite entre, par exemple, le revenu dans les quartiers, le salaire moyen dans les quartiers, et l'adhésion à la vaccination. Et ça s'est vu dans le monde entier. Ce qui était très utile, parce que ça a permis, si vous voulez, lors de l'attribution des doses de vaccins, ça a permis d'optimiser la répartition des doses. On a mis plus de doses dans les quartiers où l'on savait, a priori, qu'il y aurait une plus grande adhésion à la vaccination. Il fallait aussi, évidemment, faire des campagnes de publicité, des campagnes de conviction, pour que les quartiers qui étaient le moins adhérents, tout ça, c'est fait grâce à l'IA. Ici, vous n'avez que de l'algorithmique, vous n'avez que de l'IA, que des algorithmes de matching. Donc pour vous montrer que la vaccination, c'était complexe, et on a réussi à la gérer par la mise en place d'un ensemble d'algorithmes. Alors, dans Fari, dans cet institut dont je vous ai parlé, qui a été créé il y a 4-5 ans, on s'intéresse à un tas de problématiques de biens publics. On s'intéresse à la mobilité, je vous montrerai ça dans quelques secondes. On s'intéresse à l'accès à l'emploi, donc on a développé des algorithmes pour faciliter le match entre les demandeurs d'emploi et les offres d'emploi. On s'intéresse à la mutualisation de la consommation électrique. Donc en fait, il y a des communautés qui se créent à Bruxelles de personnes qui partagent leur électricité. Donc ce qu'on appelle, vous allez voir, Energy Neighborhood ou Energy Community. Donc les personnes partagent. Et vous voyez qu'il y a évidemment beaucoup d'inclusivité citoyenne puisque les citoyens doivent discuter entre eux de la manière dont ils vont partager leur électricité. On les met face à des scénarios en leur disant, par exemple, si demain, il y a 50% d'électricité qui tombe, donc il y a une coupure de 50% de l'électricité. Comment, dans un quartier, allez-vous vous répartir la consommation de telle manière à ce que vous respectiez cette chute soudaine de la production d'électricité? On fait beaucoup de travaux aussi sur la simplification de l'administration, puisque comme dans tous les pays, l'administration est devenue beaucoup trop complexe. Il y a moyen, grâce à l'IA, de simplifier l'administration. On fait beaucoup de choses aussi en protection animale. Il y a énormément de use cases qui viennent des administrations publiques. Donc maintenant, ce qui est devenu le réflexe à Bruxelles, et on y est parvenu, c'est que quand les administrations publiques ont un problème
qu'ils savent pouvoir gérer par des algorithmes, ils viennent nous voir, ils discutent avec nous, et on commence à réaliser les premiers algorithmes, les premiers pilotes, les premiers logiciels, et on essaie de le faire de manière très agile, on le fait avec participation citoyenne, et quand ça prend, c'est pas tout à fait étonnant, pas ça prend, en général, le privé peut arriver et reprendre le bébé là où on l'a laissé. Alors, un autre algorithme qu'on a développé sur Bruxelles, c'est un autre algorithme qui gère une complexité extraordinaire. La mobilité dans les villes est devenue d'une totale complexité. Que vous soyez à Paris, que vous soyez, je pense, à Casablanca, que vous soyez à Bruxelles, se déplacer, c'est devenu extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une offre de mobilité qui est devenue vraiment assez importante. Vous pouvez prendre des trottinettes, vous pouvez prendre des vélos, il n'y a pas encore de chevaux dans nos villes, mais ça ne devrait pas tarder. Vous pouvez prendre des voitures, vous pouvez partager les voitures, vous pouvez prendre évidemment les transports publics. Aller du point A au point B, c'est devenu très complexe, puisque vous pouvez mixer ces modalités. Et on a fait des applications dans lesquelles, en effet, on vous fait des propositions d'itinéraires avec un paiement intégré, où vous pouvez avoir une partie, par exemple en trottinette, prendre votre trottinette, la mettre dans un bus, prendre le bus, sortir avec votre trottinette, aller dans la voiture. Alors ce qui est très important aussi dans la mobilité, c'est que la mobilité, c'est un super sujet, puisque c'est un sujet dans lequel entrent en compétition les intérêts individuels et les intérêts du public. Si chacun veut essayer d'optimiser sa propre mobilité, c'est souvent au détriment de la collectivité. Donc vous avez énormément de problématiques de type dilemme du prisonnier ou tragédie du commun. En fait, la complexité dans les villes vient souvent de l'apparition de la tragédie des communs, c'est-à-dire ce conflit entre la maximisation de votre volonté personnelle, votre intérêt personnel et le bien-être de la collectivité. Si chacun essaie d'aller le plus vite du point A au point B, vous allez par exemple concentrer toute la circulation sur les routes les plus courtes, du coup ça va devenir des bouchons. Il y a d'extraordinaires paradoxes en matière de mobilité, il y en a un qui est très célèbre qui s'appelle le paradoxe de Brasse et qui montre qu'en fait les équilibres de Nash en matière de mobilité existent et sont souvent au détriment de la collectivité. Chacun essaie de faire le mieux pour lui et cela se fait au détriment de la collectivité. Dans notre algorithme ici, on prend ça en considération et vous pouvez décider d'optimiser le bien-être de la collectivité. Vous pouvez décider d'être écologique. Vous pouvez décider évidemment d'un peu diminuer le coût que ça vous coûte, mais cette préoccupation écologique est intégrée dans l'algorithme. Par exemple, s'il y a ou la préoccupation écologique ou la préoccupation culturelle. Il y a des rues dans Bruxelles, il y a des quartiers dans Bruxelles qui, à cause de Waze, donc je ne sais pas, vous utilisez peut-être tous Waze. Alors Waze, c'est très bien, hein, ça prouve évidemment l'efficacité d'acteurs comme Google, etc. Mais Waze n'a que faire de la collectivité. Ce n'est pas dans l'ADN des Google et GAFAM de se préoccuper de la collectivité, comme vous savez. Ils sont nés pour maximiser votre intérêt personnel, puisque c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Waze n'a que faire de la collectivité et de la mobilité collective. Nous, on veut que la mobilité soit une problématique collective, de bien-être collectif. Alors, on travaille beaucoup dans mon laboratoire, on travaille beaucoup sur les problématiques de gestion décentralisée. Alors, si ceux qui savent ce qu'on fait dans mon laboratoire, c'est un laboratoire qui s'appelle Iridia à Bruxelles, savent qu'on travaille beaucoup sur la robotique décentralisée, eh bien, on met en place aussi des solutions décentralisées pour la gestion des smart grids. Je vous ai parlé de ces communautés d'énergie. Donc ici, on le voit mal, mais c'est un slide. Vous voyez, si vous lisez le français, vous verrez que c'est un projet qui s'appelle Voisins d'énergie. En fait, ce sont des communautés de gens qui ont décidé de mutualiser leur consommation et leur production électrique. Ils se réunissent à raison d'une fois par mois et ils décident de la manière dont leur énergie, leur électricité va être partagée. Alors, ça se fait avec des outils d'IA, donc on leur montre comment ils consomment, comment ils produisent. Certains ont des panneaux solaires, d'autres n'ont pas des panneaux solaires. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a une discussion citoyenne. Et ensemble, ils disent, ben s'il y a un problème, par exemple, si ta production solaire est optimale à un certain moment de la journée, moi j'accepte de faire ma lessive au moment où ta production solaire est à ce point optimal. Puisqu'en fait, ce qu'on leur dit, c'est débrouillez-vous pour faire chuter dans votre voisinage votre consommation électrique. Par exemple, si demain, il y a 50% de réduction de votre consommation électrique, comment allez-vous faire? Et en fait, on met en place des outils algorithmiques. Et l'idée, c'est que demain, leur volonté soit intégrée dans un algorithme. Donc, il faut bien comprendre que l'acceptation d'une coercition algorithmique, pour moi, elle est utile, parce que les algorithmes sont d'une grande efficacité, mais elle pose un vrai problème quand il n'y a pas d'adhésion. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. Or, la meilleure manière d'avoir une adhésion citoyenne, c'est de les faire participer à l'écriture du code. Alors, c'est un vœu un peu difficile parce que tout le monde n'est pas codeur, tout le monde ne doit pas s'improviser codeur de Python ou Java,
Mais néanmoins, si vous leur expliquez la logique de l'algorithme, et s'ils ont compris la manière dont ça fonctionne, je pense que vous pouvez obtenir cette adhésion citoyenne. Alors, la gouvernance algorithmique, c'est cette idée que les algorithmes gèrent nos vies. Et pour moi, l'idée de gouvernance, ça a deux fonctions. C'est de pallier la défaillance. Et les algorithmes sont extraordinaires pour aider les gouvernants. Pourquoi? Parce qu'eux savent gérer la complexité. Il n'y a pas mieux pour gérer la complexité qu'un algorithme. Ils ont une vision d'ensemble du monde. Ils peuvent se préoccuper du bien-être public. Et la deuxième raison d'une gouvernance, à mon sens, c'est de contrer la déviance. C'est-à-dire que souvent dans les sociétés, il faut harmoniser les intérêts individuels avec l'intérêt du public. Ça, c'est typiquement ce qui donne lieu, ce qui donne naissance aux tragédies des communs et au dilemme du prisonnier. Alors ici, je vous donne quelques exemples pour justement un tout petit peu vous sensibiliser à l'idée. Il y a par exemple des dispositifs technologiques, ici c'est l'alcotest, qui empêchent une voiture de démarrer quand la personne qui rentre dans la voiture a une haleine embuée d'alcool. Bon, ça existe cette technologie. En général, cette technologie, elle est refusée par... c'est très marrant parce que ça fait partie de gros débats qu'on a avec les juristes en Belgique. La technologie est refusée parce qu'on considère que, évidemment, la loi vous interdit de conduire en état d'ivresse, mais la loi, ça n'est pas la technologie. La loi, c'est autre chose, surtout quand on parle avec des juristes. Moi, je défends le contraire. Je défends que si on est interdit de conduire en état d'ivresse, il faut un algorithme qui se mette dans une voiture et qui interdise la voiture de démarrer lorsqu'on conduit en état d'ivresse. Évidemment, on sait comment ça fonctionne et évidemment, on peut facilement y adhérer. Un autre exemple, tous les écologistes vous disent qu'il va falloir diminuer drastiquement les vols d'avion. On est tous venus ici, en tout cas les plus éloignés d'entre nous, on est venus ici en avion. Mais on voit bien que la société de demain va nous obliger à restreindre le nombre de vols d'avion. Comment on va faire? Alors là, c'est très intéressant parce que si vous pensez au vol d'avion, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes un économiste, vous allez dire on va monter les prix. Okay? Greta Thunberg vous dirait il n'y a pas besoin de monter les prix, vous avez des normes sociales, comme une espèce de petit ange sur votre épaule, qui fait que, bon, moi par exemple j'ai des enfants, il y en a qui ont décidé de plus jamais prendre un avion. Ils n'ont pas besoin de jouer de leur portefeuille, c'est simplement leur conscience morale qui fait qu'ils ont décidé de ne plus prendre d'avion. Bon, tous les jeunes ne sont pas comme ça, et à mon avis, on ne va pas y arriver comme ça aussi. Les prix, c'est la solution typique que les économistes mettent en avant, ok d'accord, sauf que ça crée des extraordinaires inégalités, parce qu'il n'y a plus que les riches qui pourront voler, et les pauvres ne pourront plus prendre d'avion. Alors, la loi peut vous contraindre à voler peut-être 2 ou 3 fois par an. Je ne sais pas, on peut imaginer demain qu'il y aura des lois très coercitives en matière de prise d'avion, mais on se rend bien compte qu'in fine, ce sont les algorithmes qui prendront la gestion de cela. Parce que pour réserver un billet d'avion, vous êtes obligé de passer par le web. Aujourd'hui, tout le monde réserve ses billets d'avion par le web. Donc c'est le web lui-même qui devra, oui ou non, vous permettre de réserver votre 2e ou votre 3e billet d'avion. Et donc on voit bien que, qu'il y ait loi ou pas, c'est les algorithmes qui permettront de respecter cette loi. Et donc, il y a cette espèce de répartition des rôles entre le juriste et l'informaticien. Le juriste décide, mais c'est finalement l'algorithme qui va prendre la main. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut réinventer le politique, dans la mesure où, à partir du moment où c'est l'algorithme qui prend la main, il faut une autre forme de légitimation de l'algorithme. Alors, je vous montre un algorithme qui a fait beaucoup de dégâts en France, c'est l'algorithme Parcoursup. Juste pour vous montrer qu'un algorithme n'est pas neutre idéologiquement. Et donc, il faut vraiment comprendre comment il fonctionne. Moi, j'étais surpris, il y a quelques années, quand Parcoursup est apparu sur la scène des universités françaises, de voir que les gens ne comprenaient pas le fonctionnement presque intrinsèque de Parcoursup. En fait, Parcoursup se base sur une idée qui est l'algorithme de matching, ou l'algorithme dit du mariage stable. Alors, c'est quoi cet algorithme du mariage stable? C'est un algorithme très connu dans la littérature informatique qui a été découvert dans les années 60. Il y a quelqu'un qui a eu un prix Nobel pour cet algorithme il y a quelques années. Alors, l'algorithme du mariage stable, c'est quand vous avez 2 catégories d'agents. Ici, par exemple, les hommes et les femmes. Les hommes doivent s'accoupler avec les femmes doivent s'accoupler avec les hommes. Et il y a un algorithme qui va réaliser cet accouplement entre les hommes et les femmes. En fait, l'algorithme, qu'est-ce qu'il vous oblige? Il vous oblige à classer les femmes par ordre de préférence, évidemment, pour les hommes, et classer les hommes par ordre de préférence, évidemment, pour les femmes. Donc, chaque femme a son classement d'hommes et chaque homme a son classement de femmes. L'algorithme va apparier les meilleurs classements, va se débrouiller pour que les femmes préférées se retrouvent avec les hommes qu'elles préfèrent. Et c'est normal. Alors, ça marche plutôt pas mal. C'est évidemment, on dit que l'algorithme atteint un maximum d'utilité. Ça marche pas mal, sauf dans un cas que vous pouvez tout à fait imaginer, sauf dans le cas où, ce qui est le cas ici, par exemple en France, mais dans le monde, les universités
elles sont tous rankées de façon très objective. Tout le monde a envie d'aller dans les mêmes universités. Le ranking des universités est relativement objectif. Et le ranking des étudiants est relativement objectif aussi. C'est-à-dire qu'on peut facilement objectiver aujourd'hui le classement des étudiants en fonction, par exemple, de leurs résultats à l'école avant d'entrer à l'université. Et les universités, c'est pareil. Il y a de plus en plus de classements, genre le classement de Shanghai, qui permet de classer les universités. Alors mettez-vous dans la situation où, en effet, les hommes auraient exactement les mêmes préférences. C'est-à-dire tous les hommes aimeraient les mêmes femmes dans le même ordre, et les femmes auraient les mêmes préférences, c'est-à-dire toutes les femmes aimeraient les mêmes hommes dans le même ordre. Quel est le résultat de l'algorithme? Vous n'allez pas être surpris. Le premier homme aimé se retrouve avec la première femme aimée, le deuxième avec la deuxième, le troisième avec le troisième, le quatrième avec la quatrième. Donc en fait, les premiers se retrouvent avec les premiers, les deuxièmes avec les deuxièmes, et les troisièmes avec les troisièmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui, je caricature, excusez-moi la vitesse, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans un algorithme comme Parcoursup. Parcoursup va mettre les meilleurs étudiants dans les meilleures universités. Et les meilleures universités vont pouvoir s'enrichir des meilleurs étudiants. Ça, c'est fondamentalement l'algorithme Gale-Shapley. Or, on pourrait imaginer un tout autre type d'appariement, on pourrait imaginer les appariements aléatoires. Mettre aléatoirement des étudiants dans les universités, ce qui fait qu'un étudiant qui n'aurait pas forcément brillé pendant ses études obligatoires peut quand même accéder à la Sorbonne ou accéder à Polytechnique. Bon, évidemment, c'est une autre société. D'ailleurs, étonnamment, il y avait un critère aléatoire dans la première mouture de Parcoursup, c'était un algorithme qui s'appelait Admission Post-Bac, dans lequel il y avait une donnée aléatoire assez importante, et il y avait cette possibilité pour certains étudiants qui n'étaient pas forcément extraordinaires pendant leurs études secondaires, de se retrouver dans des établissements qui avaient une très très bonne réputation. Quand Macron est passé au pouvoir, on a supprimé cette composante aléatoire parce que les gens se disaient « mais enfin c'est horrible, le sort de mon enfant livré à un jet de dés ». Ça n'a pas de sens. Si mon enfant a tellement brillé pendant ses études au secondaire, c'est normal qu'il accède aux universités les plus prestigieuses. Et de fait, quand on interroge les gens n'ont pas trop de problème pour considérer que le système éducatif soit un système méritocratique. Alors ça peut être vrai pour l'éducation, on peut discuter de ça évidemment, mais ça dépend de quelle société on veut. Le problème, c'est que la société qu'on veut va se retrouver dans l'algorithme. Et comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un prix Nobel d'économie, il dit, dans une de ses phrases célèbres, il dit « A society can be Pareto optimal and still perfectly disgusting ». Donc en fait, Gale-Shapley, ce type d'algorithme de mariage stable, vous assure une certaine optimalité au sens de Pareto, mais de fait, cette société peut être parfaitement dégueulasse dans la mesure où les inégalités peuvent exploser. Donc on peut avoir une société dans laquelle il y a des gens très heureux et des gens très malheureux, okay, mais c'est très Pareto optimal, et vous avez une société qui est moins optimale au sens de Pareto, mais tous les gens sont heureux pareil. Quelle société préférée? En fait, une fois que vous avez décidé le type de préférence que vous voulez, il faut faire l'algorithme qui va pouvoir justement optimiser ou vous amener à ce type de préférence. Alors, il y a un tas de critiques dans ma vision de l'algorithmique, vous ne serez pas surpris. Évidemment, décider que les algorithmes gèrent notre vivre ensemble, c'est accepter, si vous voulez, que code is law, pour reprendre la fameuse phrase philosophique de Lawrence Lessig, qui est un grand professeur de droit et de philosophie aux États-Unis. Et le problème de ça, je vous les montre ici, les critiques qu'on trouve généralement, c'est que si vous mettez la loi dans le code, en fait, vous réinvitez, vous savez, la fameuse formule Montesquieu des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir parlementaire, si vous mettez la loi dans le code, en fait, vous êtes en train de changer le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif devient un algorithme. Si vous décidez que le pouvoir exécutif devient un algorithme, je pense qu'il devient nécessaire de changer les deux autres pouvoirs. C'est-à-dire que même le pouvoir parlementaire, ça devient des codeurs, puisque le parlementaire doit coder. Bon, donc ça redéfinit le type de société que l'on veut. Il faut savoir aussi que les algorithmes, c'est une société dans laquelle on privilégie la privation sur la punition. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous au Maroc, mais à Bruxelles, pour l'instant, on a des amendes quoi qu'on fasse avec une voiture. On la parque, on a une amende, on dépasse les 50 km/h, on a une amende. Donc c'est une société qui essaie de décourager les gens de prendre leur voiture, mais ne le fait que via la punition. Moi, ce que j'essaie de défendre auprès du gouvernement bruxellois, c'est plutôt de faire de la privation, c'est-à-dire de vous débrouiller pour que les voitures ne peuvent pas se garer ou que les voitures ne peuvent pas aller dans un certain moment. Donc, vous voyez, un des grands problèmes du crédit social chinois, on pourrait en parler parce que ça prête évidemment à énormément de débats, c'est qu'il n'est basé que sur la punition. Moi, je n'ai pas trop de problème à ce que des algorithmes, dans une certaine société, quand ils sont admis, empêchent certains comportements. Je préfère une société algorithmisée qui empêche certains comportements que des algorithmes qui tolèrent les comportements, mais qui après vous infligent une amende parce que vous avez violé les règles qui vous étaient infligées. Donc ça, c'est des vrais débats philosophiques
Beaucoup de gens critiquent aussi cette poussée algorithmique en disant « mais ça affaiblit notre capacité délibérative ». Nous n'avons plus à raisonner puisque l'algorithme le fait pour nous. Bon, c'est discutable. Moi, je ne crois pas que les algorithmes doivent envahir tous les secteurs de nos vies. Ce n'est pas un algorithme qui va décider si oui ou non on doit punir nos enfants, ou si c'est un algorithme qui doit décider si oui ou non on doit être fidèle à notre épouse, juste pour vous montrer que les algorithmes ne sont pas partout dans nos vies, mais qu'un algorithme m'empêche de prendre la voiture si je suis éméché, ou qu'un algorithme décide de quelle école mes enfants peuvent fréquenter s'il y a un vrai problème d'accès dans certaines écoles. Pourquoi pas, pour autant qu'en effet, ces algorithmes aient été compris, transparents et délibérés par nous. Bon, il y a énormément de critiques sur cette société-là. Il y a un livre que j'aime beaucoup, un livre en français, qui s'appelle « Justice digitale » et qui essaye c'est écrit par deux philosophes, juristes philosophes français, qui essaient justement de répartir la tâche entre l'algorithme et le juriste. Comment est-ce que l'algorithme et le juriste vont s'entendre dans une société où les algorithmes vont de plus en plus réaliser la loi? Et donc, il y a énormément d'extraits de ce livre, moi, qui me parlent beaucoup, parce que, par exemple, vous lisez dans ce livre que l'algorithme, ça n'est pas la loi, que l'algorithme déshabille le droit de toute dimension politique. Par exemple, une loi peut être modifiée, un algorithme a du mal à être modifié. Et puis, une loi, ça s'interprète. Un algorithme, ça ne s'interprète pas. Un algorithme, c'est déterministe. Un algorithme, c'est dur. Mais c'est ce qui fait son efficacité, évidemment. C'est qu'il n'y a plus de marge d'interprétation. Et c'est parce qu'il est à ce point efficace qu'il faut évidemment repenser aussi la façon de le légitimer. Donc je saute un peu, voilà, les philosophes vont me dire, mais avec ta société algorithmisée, qu'est-ce qu'on a? On a un Truman Show. Les comportements sont préformatés. On vit dans un monde, un peu à la chinoise si vous voulez, on vit dans un monde où tout est décidé via algorithme, où est la liberté, où est le sens de l'improvisation. Bon, évidemment, je suis tout à fait concerné par ce genre de débat. Je passe mon temps, de fait, à essayer de défendre ce genre d'idées avec des philosophes qui sont en général contre moi. Si je demande dans cette salle, est-ce que l'alcotest empêchant la voiture de démarrer est une bonne idée ou pas? Si je le fais dans une assemblée comme la vôtre, qui ne sont pas forcément spécialisés en droit, je pense que la majorité des gens seront d'accord pour que cet alcotest existe. Si j'ai une assemblée de juristes, de philosophes du droit, personne n'est d'accord avec moi. Parce que quand vous êtes un philosophe du droit, vous dites non, ne pas conduire quand on est en état d'ébriété, c'est en effet une loi, mais ça ne veut pas dire que la loi doit être incarnée dans un algorithme. On doit avoir le droit de conduire en état d'ivresse. Quitte à ce que les juristes décident dans quelles circonstances vous l'avez fait, et c'est à ça que sert le droit. C'est ce régime d'interprétation. Vous savez que c'est très subtil comme débat. Hein. Une société qui s'algorithmise empêche les degrés de liberté. Est-ce qu'on le veut partout? Comment? Moi, ma réponse à ça, pour reprendre l'histoire de l'alcotest, c'est qu'aujourd'hui, en Bruxelles simplement, on sait qu'il y a 10 000 victimes par an des abus d'alcool sur la route. Bon, est-ce que cette marge interprétative est encore nécessaire quand on sait qu'il y a de telles victimes par l'abus d'alcool au volant? Alors, autre problème, évidemment, quand vous posez aux philosophes cette vision de la société, c'est qu'ils vous disent « oui, mais qui va contrôler, qui va écrire les algorithmes ?» Alors moi, ce que j'ai déjà envie de leur dire, c'est que bon, les algorithmes, ils sont déjà écrits. Et qu'aujourd'hui, qui c'est qui écrit ces algorithmes? C'est les GAFA. Quand vous voyez à quel point les GAFA ont envahi nos existences, vous avez les GAFA pour la mobilité, vous avez les GAFA pour la transition énergétique, puisque de fait, les compteurs, il y a beaucoup de compteurs intelligents qui sont réalisés par les GAFA. De manière étonnante, lorsqu'il y a eu le Covid, c'est quoi la solution de contact tracing qu'on avait décidé dans nos sociétés? C'est celle de Google et d'Apple. C'est Google et Apple qui décidaient de comment on allait gérer les contacts dans nos villes. C'est débile. D'ailleurs, ça a été une des raisons pour lesquelles ça a été refusé. Puisque, en fait, par exemple à Bruxelles, quand on a su que c'était Google et Apple qui étaient qui avaient la responsabilité de gérer les contacts, il y a eu évidemment beaucoup de suspicions. Qu'est-ce qu'on fait de nos données? Vous savez que les données de contact, c'est quand même des données assez sensibles. Hein. Vous avez rencontré qui, dans quelles circonstances, etc. Tout ça a été stocké dans une base de données. Ça a suscité beaucoup de levées de boucliers. Et donc, on peut évidemment assez légitimement comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, ces algorithmes sont déjà, je dirais, sous l'octroi, sous la main des GAFA. Et donc, en fait, moi, ce que je propose, c'est dans le projet CityCode, qu'on a déjà mis en œuvre à Bruxelles, hein, j'ai encore quelques minutes pour vous en parler, c'est de écrire ces algorithmes avec 3 catégories de participants, si vous voulez 3 catégories de codeurs, des experts en algorithmique, parce que bon, mine de rien, il faut quand même des informaticiens, puisque c'est eux qui vont écrire les algorithmes, des experts en algorithmique, très important, des citoyens tirés au sort. Ça, c'est
la participation citoyenne. Vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde se plaignent des formes de démocratie représentative. Ils n'ont plus l'impression d'être représentés par les parlementaires. En France, mais dans d'autres pays, il y a beaucoup d'expérimentations de démocratie participative. Je pense qu'il y a un parfait mariage, ça fait très bon ménage, l'algorithmisation de nos vies et la participation des citoyens. Ces algorithmes sont d'autant plus coercitifs qu'il faut que les citoyens les acceptent. Et pour que les citoyens les acceptent, je répète, pour moi, c'est vraiment une donnée fondamentale. Il n'y a pas mieux pour qu'un citoyen accepte d'être menotté par des algorithmes qu'il ait lui-même décidé de la manière dont il fonctionne. S'il sait comment l'algorithme fonctionne, je pense qu'il acceptera plus facilement d'être menotté, d'être pris en charge par ces algorithmes. Et puis, je pense qu'il y a une légitimité politicienne qui doit rester. C'est ce que fait le vote. Il faut encore, par exemple, je pense qu'il y a des pays où le système éducatif est méritocratique, il y a des pays où le système éducatif est beaucoup plus égalitaire. Ça, c'est un peu le vote qui en décide. Est-ce qu'on veut une société où l'éducation est plus méritocratique? Donc, je pense qu'il faut aussi des représentants, des élus. Donc, je ne mets pas de côté le mécanisme d'élection, mais je pense que le mécanisme d'élection tout court ne suffit pas aujourd'hui pour gérer cette société amplement algorithmisée. Alors, c'est ce que je défends dans une forme de GitHub Social Coding. GitHub, c'est extraordinaire. Moi, c'est un outil qui me fascine, que j'utilise évidemment comme tous mes chercheurs. C'est un outil fascinant, sachant qu'il y a des millions d'informaticiens qui partagent leur code, qui travaillent de façon tout à fait collaborative. Eh bien, ce que je veux, c'est que les citoyens s'intègrent dans ces plateformes et puissent participer de l'écriture des codes. D'ailleurs, il y a eu des tentatives. En France, ils n'avaient pas tout à fait adhéré à Corona Alert. Ils avaient une autre version qui s'appelait Tous Anti-Covid. Et il y avait une volonté de partager le code, de la rendre accessible. Elle était mise sur GitHub et je trouve que ça devrait être le cas pour tous ces algorithmes, pour Parcoursup, pour Décret Inscription et pour beaucoup d'autres qui gèrent nos existences aujourd'hui. Alors en Belgique, on est en train de l'expérimenter avec 4 applications, l'accès dans les écoles, le Covid, la vaccination. Donc on est en train de mettre en place des autres systèmes de vaccination. Si une autre pandémie, on n'en est pas totalement sorti, heureusement on espère qu'on ne devra plus recourir à des campagnes de vaccination massives, mais on est en train de préparer des nouvelles campagnes de vaccination s'il le fallait, mais en mettant en place des algorithmes pour ce faire. La mobilité. On met des gens ensemble autour de la table pour dire ça doit être quoi la mobilité dans nos villes. Et une fois qu'on a décidé de cette mobilité, comment les algorithmes peuvent aider. Demain, vous aurez une application qui intégrera le souci de la collectivité dans votre solution de mobilité. Vous suivrez l'algorithme, mais vous savez, vous avez la garantie que c'est bon pour la société. Et la même chose pour la transition énergétique, comme j'ai eu l'occasion de vous en parler. Alors, ça, c'est l'Institut Fari, donc 2-3 mots. En fait, c'est un institut qui a été créé il y a 4-5 ans, qui était à la jonction des 2 universités bruxelloises, la VUB et l'ULB. C'est 400 chercheurs. En fait, ils ne sont pas tous payés par Fari, mais on a mis ensemble 10 laboratoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des laboratoires d'informatique et des laboratoires de sciences humaines. Donc, on a des philosophes, on a des économistes, on a des psychologistes, on a des sociologues, on a des informaticiens, on a des ingénieurs. Et donc, c'est 400 personnes qui potentiellement se réunissent pour définir les algorithmes de demain pour nous aider à mieux vivre. C'est la raison pour laquelle on a obtenu... Alors, comment est-ce qu'on a obtenu ce budget ? Comme vous savez, après le Covid, il y a eu ce qu'on appelle les fameux plans de relance européens. Chaque pays devait faire des propositions pour que Ursula von der Leyen arrive avec son chèque et donne des millions ou des milliards d'euros aux différentes propositions. Nous, on est arrivés avec la proposition de Fari et Ursula von der Leyen nous a donné 20 millions d'euros en disant « Essayez Fari, réussissez Fari, et si vous réussissez Fari, on espère qu'il y ait que ça fasse tache d'encre, qu'il y ait d'autres Fari dans d'autres villes européennes ou africaines. » Donc Fari s'occupe d'énergie, de mobilité, du secteur public, de la santé. Vous avez vu plusieurs use cases qui sont actuellement, je dirais, en développement chez Fari. Alors la conclusion, je vais aller très très vite. Il y a des initiatives intéressantes dans d'autres parties du monde. Par exemple, aux États-Unis, à Boston, il y a une initiative très intéressante qui s'appelle Code for America. Et assez étonnamment, je connais un tout petit peu cette initiative, ceux qui ont développé Code for America, un des premiers use cases qui les a concernés, c'est l'accès dans les écoles publiques. En fait, Boston et New York avaient 2 différents modes d'accès dans les écoles publiques, c'était chaque fois algorithmisé. Et bien en fait, il y a eu des discussions citoyennes pour savoir si c'était mieux le mode Boston ou si c'était mieux le mode New York. Et les citoyens ont finalement choisi de faire l'accès dans les écoles à la façon bostonienne. Et aujourd'hui, dans les écoles publiques, vous avez un algorithme qui a fait l'adhésion citoyenne. Et la dernière personne auquel je ferai allusion, c'est Elinor Ostrom, parce que Elinor Ostrom, comme vous savez, prix Nobel d'économie, a eu le prix Nobel parce qu'elle a défendu cette idée des communs. Elle a la grande prêtresse, la grande théoricienne des communs. Et alors,
peu avant sa mort, ce qu'on sait moins, parce qu'elle avait beaucoup travaillé sur les communs dans les sociétés moyenâgeuses et la disparition des communs par les enclosures. Donc il y a beaucoup de théorisation sur les communs à l'époque 16e et 17e siècle. Mais à la fin de sa vie, les derniers travaux qu'elle a accomplis, c'est sur GitHub. Elle s'est fascinée, elle s'est enthousiasmée de nouveaux types de communs qui se créaient entre les informaticiens. Elle regardait Wikipédia, GitHub, OpenStreetMap, énormément d'initiatives informatiques qui réunissaient des gens avec des formes de gouvernance auto-organisée, progressive, bottom-up. Et elle a écrit, un des derniers articles qu'elle a écrit, c'est cette idée de commun numérique. Je ne peux pas mieux abonder sur ces travaux, puisque en effet, c'est vraiment ce que je réclame. C'est des nouvelles formes de participation citoyenne dans l'écriture des codes, et c'est ce qu'on pourrait appeler en effet des communs numériques. Voilà, j'ai fini, mon temps vient de se terminer. Merci de votre attention.